Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où on va se poser la question de la gestion de son patrimoine en cas de divorce. Si les régimes matrimoniaux sont à prendre en compte dans la gestion et la constitution de son patrimoine, le divorce est un élément de la vie à prendre en compte également. On regarde tout de suite quelles sont les incidences qu'il peut avoir sur le patrimoine des époux. On en parle avec Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Et on en parle également avec Antoine Hurel, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Nicolas. Bon, un petit sujet sympathique pour la fin d'année, juste avant les fêtes de fin d'année. On va parler de divorce, mais de gestion de patrimoine aussi. On va commencer peut-être avec vous, Antoine Hurel. Vous êtes donc notaire et on rappelle que le notaire peut avoir un rôle dans le divorce. Il peut le prononcer. Alors dans un cas très précis, c'est quand il y a un consentement mutuel des époux, ce qui n'est pas toujours le cas dans un divorce, mais le notaire peut intervenir déjà à ce niveau-là. Oui, effectivement, la déjudiciarisation de la société a été voulue par le gouvernement et donc du coup, ils ont trouvé que les notaires faisaient pas trop mal ce job et donc lorsqu'on agit en consentement mutuel et qu'on est d'accord pour divorcer, on peut et on doit passer par un notaire qui va authentifier, certifier la fin du mariage et donc le divorce. Il faut quand même 2 avocats, un avocat pour chacune des parties qui va préparer la convention, l'avocat, et ensuite le notaire va authentifier définitivement la convention de divorce. D'accord, donc on se rend non plus chez le juge avec un avocat, mais on se rend chez son notaire ou chez un notaire avec son avocat quand même. Exactement. Voilà, les avocats font quand même une partie du job importante, parce que quand il y a des enfants, notamment pour toute la garde, les pensions alimentaires, etc. Mais quand il y a des intérêts patrimoniaux, le notaire, en plus de son rôle d'authentification du divorce, un rôle de conseil et de partage du patrimoine lorsqu'il y a des patrimoines à partager. Alors, toujours, par contre, des divorces contentieux, si on veut toujours s'envoyer des noms d'oiseaux et des assignations, il faut passer par les avocats. Et là, pour le coup, il y a les tribunaux qui sont toujours là. Voilà, et là, le notaire passe outre effectivement ces situations un peu plus compliquées, même si on revient le voir ensuite parfois pour d'autres raisons. Exactement. Et notamment si on a un patrimoine en commun. On va regarder dans quelques instants les incidences sur le patrimoine. Juste avant, toujours avec vous Antoine Hurel, que nous dit la réglementation, que nous dit la loi quand on divorce, puisqu'on choisit plusieurs régimes matrimoniaux au moment où on se marie? Est-ce que ça a des incidences le jour où on décide de se séparer? Alors c'est pas un scoop, mais la fin du mariage, effectivement, c'est soit le décès, soit le divorce. On peut, en cas de décès, préparer et connaître les incidences fiscales, civiles et anticipées. Dans un cas de divorce, on ne peut pas anticiper grand-chose. On n'est pas à l'américaine, où on dit, voilà, si je pars au bout de 2 ans, c'est temps. En revanche, on peut, vous avez raison, anticiper en faisant un contrat de mariage. Et ce contrat de mariage, il va changer radicalement les choses, que vous soyez en séparation de biens, pour faire simple, chacun son patrimoine, ou bien en communauté, où même si vous avez mis 1 000 € de côté ou 10 000 € sur un livret A, il sera à partager quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, moitié. Donc c'est vrai que là, c'est pas du tout les mêmes incidences patrimoniales. Et si j'ai une entreprise et que j'ai monté mon entreprise seule, elle m'appartient effectivement, mais je dois partager la valeur de l'entreprise. Et là, c'est pas du tout la même chose que si j'étais en séparation de biens et que j'ai monté seul mon entreprise à mon nom. Ou là, pour le coup, je ne devrais pas partager la valeur de mon entreprise. Exactement. Mais donc ça, c'est la communauté des biens, c'est là où on doit effectivement partager la moitié du patrimoine, quelle que soit l'origine du patrimoine. Alors, avec des limites, bien sûr. D'accord. Tout l'argent et le patrimoine que j'avais au jour de mon mariage, je ne le partage pas. D'accord. Et également, tout ce que j'ai reçu par succession ou donation, je ne le partage pas non plus. Mais après, il y a souvent des liens entre le patrimoine propre, le patrimoine commun. J'achète une maison, c'est le grand-père qui m'a donné de l'argent. Donc tout ça, c'est le travail du notaire. Bien sûr. De liquider tout ça, de voir quels sont les droits des parties dans un patrimoine, et puis ensuite d'attribuer, si l'un veut reprendre une maison, le gars à la garder ou la revendre, etc. Et ceux qu'on divorce au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 50 ans, c'est pareil. C'est juste que c'est plus compliqué, j'imagine, au bout de 50 ans. Oui, c'est plus compliqué au bout de 50 ans. Et puis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a une autre notion, plus on avance dans le temps, il y a une notion de prestation compensatoire. Je ne sais pas si vous connaissez évidemment ce système, mais c'est en France la possibilité, on en reparlera peut-être tout à l'heure, d'annihiler un petit peu les conséquences néfastes d'un divorce, notamment pour une épouse. Donc là, ça peut coûter un peu d'argent aussi. Alors, on va parler de la prestation compensatoire. Juste avant, Géraldine Métifeux, c'est vrai que ça a l'air assez complexe. Alors, je le disais en introduction, le divorce, et Antoine Hurel le rappelait, on peut rarement le prévoir, mais c'est vrai que quand on a un patrimoine commun, je prends l'exemple d'un achat, de l'achat d'une résidence principale. Très souvent, et on en parle souvent dans cette émission, on parle d'apport. Cet apport, il peut venir de dons divers et variés faits par la famille de l'un ou de l'autre, mais ensuite ça rentre dans le patrimoine commun. Là déjà, il y a une première complexité à la gestion du patrimoine quand il s'agit de le reséparer d'un coup d'un seul. Et encore, tout dépend qui vit dedans. C'est-à-dire que s'il n'y a que 2 époux sans enfants, on peut se dire c'est relativement simple, on vend le bien, mais si jamais il y a des enfants, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, alors
Comme disait Antoine tout à l'heure, enfin à l'instant, on peut toujours recomposer, on peut toujours reconstituer qui est à qui. C'est-à-dire que si c'est un bien commun, c'est un bien commun. Donc, alors soit il y a une clause de remploi parce qu'on l'a mis en commun et qu'on avait des apports propres au départ. Normalement, c'est relativement clarifié. Le côté pénible du calcul revient au notaire et pas trop au conseil en gestion de patrimoine. Donc, nous, on s'en tire plutôt pas mal sur cette partie-là. En revanche, le notaire se défausse chez le juge et le gestionnaire de patrimoine se défausse chez le notaire. Voilà, exactement. C'est une chaîne de valeur. Oui, c'est ça, exactement. Ou de destruction parfois de valeur. Et donc, effectivement, s'il n'y a que des époux, ils arrivent à se mettre d'accord quand même globalement sur le fait qui va conserver la résidence principale. Et la résidence principale, c'est presque assez facile parce que globalement, tout le monde va bénéficier, enfin, ça dépend du délai de vente, mais globalement, si on la vend, tout le monde va bénéficier de l'abattement sur la plus-value en espérant qu'ils aient fait une plus-value. Donc, c'est pas trop la difficulté. Sur la difficulté, effectivement, s'il y a des enfants dans le couple au moment du divorce, donc on imagine que ça fait plus de 2 ans du coup, à ce moment-là, on se retrouve avec une résidence principale en commun, par exemple, avec un des parents qui va se voir attribuer la garde des enfants et qui, en général, du coup, se voit attribuer le logement. D'accord. Et donc là, c'est plus ou moins automatique à partir du moment où on a la garde des enfants, on conserve le logement. La plupart du temps, c'est le cas, mais peut-être qu'Antoine dira le contraire. Oui, il n'y a pas d'automaticité. C'est vrai que ça semble logique. En pratique, de ce qu'on a vu, en général, vous savez que c'est souvent celui qui a les enfants qui garde le lieu de vie des enfants. Quoi. Oui, c'est sûr. Comme d'un accord, un peu. En revanche, il y a effectivement, sur le plan patrimonial, la question du prêt, souvent, qui est en cours. Oui. Et le fait de la reprise, justement, du prêt. Alors, ça peut se négocier avec la soulte. C'est-à-dire qu'en fait, dans le partage de la totalité des biens, on peut considérer qu'on attribue, du coup, une partie au conjoint. Et du coup, ça fait partie de sa soulte de rembourser. Alors, on finit peut-être sur la résidence principale. Et après, on parle de la soulte, effectivement. Parce que quand on vous donne des termes comme ça, on va les définir aussi. Très bien. Donc, du coup, le sujet, c'est donc quand on a effectivement des enfants, on conserve dans la majorité des cas la résidence principale. Et c'est là où il y a une difficulté au niveau de la négociation. Ou c'est juste que le sujet, c'est les enfants et la résidence principale arrive après. Ça peut être une difficulté parce que si vous conservez, si l'un des conjoints conserve la résidence principale avec l'accord de l'autre conjoint, que ce soit un bien commun ou d'ailleurs un bien qui appartienne à l'autre conjoint, qui vivent pendant un certain temps avec la famille, donc les enfants et le conjoint qui conserve la maison ou l'appartement, et que quelques années plus tard, pour des raisons X ou Y, le conjoint se remarie, enfin l'ex-conjoint se remarie, etc., décide de revendre la résidence principale, il y en a un qui va bénéficier de l'abattement pour parce que c'est une résidence principale et l'autre pas. Donc il y a une petite injustice quand même qui se parce qu'il n'habitera pas le. Parce que ça n'est pas sa résidence principale, bien sûr, mais ça n'est pas sa résidence secondaire non plus. Du coup, c'est une résidence, c'est un bien détenu, quoi. D'accord. Donc c'est un bien détenu. C'est un bien classique. Donc quand on a un bien immobilier classique, donc du coup il y a la plus-value des immeubles pour les particuliers qui s'applique tout bêtement, quoi. D'accord. Oui, il y a 2 petites exceptions. Alors voilà, il y a quand même si effectivement ça constituait la résidence de celui qui est parti, enfin en tout cas qui a dû quitter la résidence principale. Au moment effectivement de la séparation, il y a une mesure de tempérament qui permet quand même d'être exonéré dans un certain temps limité, un temps raisonnable. Alors, le temps raisonnable, après, c'est pas fixé quand même. Donc si c'est 10 ans plus tard, je suis pas sûr. Et puis par ailleurs, si on n'est pas soi-même propriétaire de sa résidence principale, vous le savez par ailleurs, on bénéficie quand même d'une exonération si on réemploie les fonds dans l'acquisition d'une résidence principale. Donc il y a des mesures de tempérament, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à cet aspect. Je disais juste que dans l'absolu, effectivement, c'est vrai. Et le fameux terme raisonnable, qui détermine si le délai est raisonnable ou pas? C'est le gestionnaire de patrimoine, c'est ça? Non, je pense que c'est l'appréciation des juges, du coup. Non, de l'administration fiscale, ça va pas forcément. C'est l'administration fiscale qui détermine. Alors vous nous avez parlé de soulte, vous nous avez parlé, et donc du coup je reviens sur le sujet de la dette. Effectivement, quand on a des dettes en commun, parce que quand on a un patrimoine en commun, on peut le vendre. Quand on a des dettes en commun et qu'on est du coup caution solidaire de l'époux, comment ça fonctionne dans ces cas-là? Vous avez eu le cas, Géraldine Métifeux? Parce que c'est vrai que votre métier, c'est d'accompagner les gens dans la constitution de leur patrimoine. Quand ils arrivent, qu'ils sont mariés et qu'ils se constituent un patrimoine, entre guillemets, c'est plus facile d'être d'accord. Le jour où vous avez les deux en face de vous qui vous disent on se sépare, comment on fait? Là, ça peut être un peu plus compliqué. Quand on a des dettes, comment ça se passe? Alors, nous, en général, si on peut, ça nous est arrivé une fois en l'espèce, d'avoir des clients qui divorçaient, qui sont restés nos clients chacun de leur côté, parce qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, donc c'était possible. Mais du coup, ils étaient relativement d'accord, donc c'était assez simple malgré tout de déterminer qui conservait la résidence principale. Et donc, effectivement, du coup, il y avait le conjoint qui gardait la résidence principale devait payer la différence, racheter la part. En fait, souvent, il y a un nouveau prêt en fait, qui est créé. D'accord. Et sur les investissements immobiliers qui ont été également constitués, en l'espèce, ils avaient été conservés, donc on n'a pas eu trop de problèmes sur la dette, puisque du coup, la dette a été conservée par les deux époux. Et ils ont continué à rembourser chacun de leur côté. Exactement. Par contre, si l'un devait, par exemple, faire défaut, de toute façon, ça veut dire que la banque irait quand même le chercher, quoi qu'il en coûte, même si elle divorce. Même après quelques années de divorce, du coup, on reste caution solidaire du prêt qu'on a contracté en commun. Si c'est le même prêt et les mêmes sûretés, il n'y a pas de raison pour la banque qu'il y ait de différence. Elle se retournera vers
vers le débiteur, ça n'a pas tellement d'impact. C'est même, peut-être qu'Antoine en dira plus dans un instant, mais c'est même le cas d'ailleurs sur si l'un des époux a gardé le bien, qui s'entendent pour dire que c'est l'un des époux qui continue de payer la dette, c'est possible. Hein. Bien sûr. Bah, écoute, ok, pas de problème, on dit, ok, on prévient la banque vaguement, mais t'as qu'à garder le bien, tu payes le prêt. Et puis tu rembourses avec le compte commun. Il n'y a plus de compte commun quand même. Il n'y a plus de compte commun, d'accord. On est divorcé. Donc, mais du coup, on garde le bien. Et l'époux dit, ok, pas de problème, tu le gardes et tu payes la dette. S'il arrête de payer la dette, et que c'était une dette qui était souscrite pendant le mariage, et que c'est la même dette, l'ex-conjoint, il va être appelé à répondre de la défaillance du conjoint, me semble-t-il. Donc il y a des points comme ça. Oui, effectivement. Alors, juste rappeler le système de soult. Qu'est-ce que c'est qu'une soult? En fait, c'est simplement le fait que si on a un appartement en commun et qui vaut par exemple 1 million d'euros, et si je le reprends et qu'il s'y reste 500 000 euros de dette, je me fais attribuer donc ce bien pour 1 million d'euros et je vais reprendre la dette. Moi, à ma charge. Donc là, c'est pas les deux, c'est moi qui reprends le prêt. Il va falloir effectivement demander à la banque, de désolidariser mon épouse, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas la chercher alors que c'est moi qui suis devenu propriétaire. Donc ça, il va falloir que ça marche parce qu'il y a des taux d'endettement. Est-ce que la banque va accepter? Et puis deuxièmement, de effectivement faire un prêt pour payer la soult, c'est-à-dire la différence, en gros le prix de rachat à mon épouse. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est le travail du notaire de calculer les droits de chacun. Est-ce que j'ai mis de l'argent? Est-ce que ça venait de mon grand-père, de ma mère, etc. Et est-ce qu'on est bien à 50-50 ou pas? Et ensuite, je me fais attribuer un bien qui est supérieur à mes droits dans l'ensemble de la communauté, je dois faire un chèque à mon épouse du montant de la soult, c'est-à-dire la différence entre mes droits et mes attributions. Et effectivement, pour ensuite être pleinement propriétaire du bien, mais aussi être le seul débiteur de la dette. Alors, l'heure tourne un mot rapide. Vous avez parlé des prestations compensatoires tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une pension ou c'est deux choses différentes? Non, c'est deux choses différentes. La pension alimentaire, c'est là pour permettre aux enfants de s'habiller, de se vêtir, etc., en fonction de savoir qui garde les enfants. Et la prestation compensatoire, c'est là justement pour permettre à une épouse, souvent, ou un mari, ça peut arriver, d'être compensé de la différence de train de vie avant et après le mariage. C'est une spécificité française qui est indépendante du régime matrimonial. Il est évident que si moi j'ai 100% du patrimoine en tant que séparé de biens et que j'ai tout mis de mon côté, je devrais une grosse prestation compensatoire à mon épouse. Si en revanche je suis marié en communauté et que je lui dois de facto la moitié de mon patrimoine, la prestation compensatoire sera moins importante. Elle est fixée par les parties d'un commun accord avec les avocats ou par le juge quand ça fight un peu. Et on imagine que plus on divorce longtemps après, plus la prestation compensatoire. Beaucoup de critères, effectivement, la durée du mariage, les enfants, l'état de santé, les patrimoines, les revenus. Donc tout ça, c'est pas mal de critères qu'on met ensemble pour essayer de ressortir un chiffre. Et alors, on finit, il nous reste quelques secondes avec vous, Géraldine Métifeux, un petit point de définition. On en parlait avant l'émission, ces fameux droits de partage, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est magique. Le droit de partage, en fait, c'est un droit c'est une taxe. D'accord. Sur le partage des biens. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué à peu près dans toute l'émission, on doit partager les biens au moment de liquider le régime matrimonial. Et quand on partage les biens, on repasse à la caisse. C'est pas une taxe sur la plus-value, c'est une taxe sur le montant qui est partagé. Alors, il a été très très longtemps à 1,1%. Il a été ramené à 2,5% dans 2012, pour ne citer personne. Et puis récemment, sous le gouvernement actuel, il a été ramené à 1,80 pour les cas de divorce. Au 1er janvier 2021, il sera ramené, donc ceux qui peuvent encore attendre, parce qu'on est le 22 décembre, si vous pouvez attendre le 1er janvier 2022, il sera ramené à 1,10. Voilà. 1,10. Bon, on finira là-dessus. Attendez l'année prochaine pour divorcer. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et merci Antoine Hurel, le porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour le dernier numéro de Smart Patrimoine, donc à 13h sur Bismart.